Bonsoir, bienvenue à Parole à l'élu, édition du 18 février 2014. En deuxième partie d'émission, M. Mathieu Ravignan, député néo-démocrate du Pontiac. Mais en début d'émission, M. Sylvain Léger, président de la commission scolaire, bonsoir. Bonsoir. Les élections arrivent à grands pas, mais c'est au mois de novembre. Pour certaines personnes, ça peut sembler quand même loin, mais pour vous, vous êtes déjà en train de travailler là-dedans. Bien, effectivement, la Fédération des commissions scolaires, avec le décret du gouvernement avant les fêtes, a annoncé qu'il y aurait élection au mois de novembre prochain. Donc, la Fédération est à travailler présentement à toutes les conditions des élus pour le prochain mandat. Et le DGE est en train de mettre en action tout le processus d'élection scolaire qui va prendre place. Donc, les candidats vont pouvoir commencer à se prononcer là, dans les prochaines semaines. Justement, quand on dit pouvoir commencer à se prononcer, est-ce que c'est remplir déjà le formulaire ou seulement qu'on commence à faire une campagne préélectorale? Comment ça fonctionne? Exemple, quelqu'un qui nous écoute, qui va être candidat. Bien, il y a des formulaires à remplir et il doit avoir l'appui de 20 citoyens dans sa circonscription. Ça doit être déposé au président d'élection à la commission scolaire. Le président d'élection a été choisi par le conseil des commissaires. C'est M. Lafleur qui va assumer ce rôle-là. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui voudraient commencer à préparer leur campagne et déposer leur candidature pour les circonscriptions, ils peuvent le faire auprès de la commission scolaire, auprès du président des élections, M. Lafleur. Est-ce que M. Léger va être présent au mois de novembre? J'ai pas encore pris la décision. C'est pas fait, c'est pas chose faite. Ça devrait être fait là, dans quelques semaines. Une question de consulter ma famille et tout ça. Donc, je devrais annoncer ça là, très bientôt. Très prochainement. On change complètement de sujet. Le confinement des élèves à l'école, lorsqu'il arrive quelque chose d'inattendu, il y a quelques semaines, il y a eu une entrée par effraction, justement. Est-ce que... Dans le fond, on va décortiquer ça. Est-ce que vous faites des pratiques pour des événements de cette envergure-là, où les jeunes ont juste dit « OK, on est dans l'autobus, puis on ne sait pas pourquoi ». OK. Non, à la commission scolaire, il a été choisi par le personnel et le conseil des commissaires de ne pas faire de pratiques élargies avec les étudiants dans nos écoles. Mais il y a de la formation avec notre personnel, toute la méthodologie et le comment de procéder à une pratique de barricadement ou de confinement. Dans le cas particulier de lundi, pas dernier, le dernier incident, c'est assez particulier parce que l'incident, c'est lorsque les employés sont aperçus qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur du bâtiment. Ils ont enclenché le processus tout de suite. Donc, c'était avant l'arrivée des étudiants. Donc, de la façon la plus sécuritaire, à ce moment-là, on a décidé de garder les étudiants à l'intérieur des autobus pour tout simplement pour la sécurité de tous. Donc, c'était beaucoup plus simple que faire tous rentrer les étudiants et les faire ressortir par la suite. Mais ça, c'est un cas particulier. Pourquoi pas faire de pratique, justement, avec les étudiants? Est-ce que c'est pas créer un vent de panique? Est-ce que, sur le moment même, la panique ne sera pas installée, justement, parce qu'ils ne sont pas trop informés? Je vous dirais, à notre commission scolaire, surtout à Hormidas-Gamelin, dans les dernières années, il y a eu plusieurs incidents. Je vous dirais que ce n'est pas une question de panique. Au contraire, notre personnel est très bien outillé, connaissent la procédure de comment se déroule un événement barricadé. Donc, jusqu'à présent, on a toujours laissé le choix au conseil d'établissement avec les directions d'école, dans tous les milieux, de décider s'ils voulaient faire des pratiques, oui ou non. Et jusqu'à maintenant, la commission scolaire n'a jamais dit non, mais les conseils d'établissement, jusqu'à date, là, avec les directions, ont toujours pris les décisions de vouloir garder ça à la formation du personnel à l'intérieur des écoles. Si ça fonctionne, c'est tant mieux. Présentement, je vous dirais, ces pratiques-là, on a souvent, dans les dernières années, pris en exemple, où tout notre protocole a été repris et remis dans d'autres milieux suite à différents incidents qui s'est passé et les différents debriefings qu'il y a eu après chaque événement nous démontrent que ça s'est bien déroulé.
Pour le moment, il n'y a pas lieu, en tout cas, présentement, de vouloir faire des pratiques avec tous les étudiants. Dans d'autres commissions scolaires voisines, présentement, ils le font, mais chez nous, on a choisi jusqu'à date de ne pas faire ces pratiques-là mur à mur. Terrain synthétique, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Je dois poser la question. La dernière fois qu'on s'était parlé, on parlait d'aller vers le privé, les promoteurs. Où on en est rendu? Parfait. Il y a un comité, le comité de terrain synthétique. Tous nos partenaires sont autour d'une table. Il y a des rencontres qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Les gens, oui, on s'en va vers le privé. Donc, une des bonnes nouvelles qu'on a eues la semaine passée, la ville de Gatineau, donc le 750 000 pour nous est, si vous voulez, attaché à notre projet. Donc, c'est une bonne nouvelle. Avec le Fonds des communautés. Avec le Fonds des communautés. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'à un moment donné, il y avait question que ce fonds-là soit aboli, redistribué de différentes façons. Donc, pour ça, c'est une bonne nouvelle. L'Ange gardien est encore très intéressé au projet. Donc, maintenant, on est à finaliser le budget du projet. Donc, vraiment identifier les coûts. Et puis, prochainement, le comité est à travailler d'aller chercher des partenaires privés pour mettre en branle ce projet-là. La commission scolaire, présentement, a identifié aux partenaires les lieux où on pourrait faire le terrain synthétique. Est-ce que c'est dans un plateau à un tel endroit sur le terrain? Donc, on a fait ce travail-là avec le comité des partenaires. M. Michel Roy est très optimiste. Pour lui, peut-être qu'on pourrait avoir un terrain quasiment à l'automne. Est-ce que vous partagez l'idée? Bien, c'est toujours, c'est le plus vite possible. Donc, tous les partenaires autour de la table de ce projet-là souhaitent le faire. Le Conseil des commissaires a adopté une résolution pour faire continuer à avancer le projet. La commission scolaire est maître d'œuvre dans le développement de ce projet-là. Donc, on est à y travailler et puis c'est une fois que tout le montage financier va être terminé, on voudrait passer à des appels d'offres pour des fournisseurs. Corrigez-moi si je me trompe. Est-ce qu'on travaille là, présentement sur l'option sans éclairage pour le terrain ou on a visé le haut au complet avec l'éclairage, barricade et tout ça? Comme on dit par chez nous, on vise pour tout le kit. Donc, éclairage a été mis présentement dans le montage financier et par la suite, là, lorsque les appels d'offres vont être faits, s'il y a des choix à être faits, on les fera à ce moment-là, mais dans tout le montage, on tient à garder l'éclairage. Parfait. Les commissions scolaires se cherchent des employés. Il y avait une foire de l'emploi, oui. Si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est le cas de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées? Est-ce qu'on est tellement en pénurie d'employés? Il y a des postes, postes particuliers qu'on est en pénurie. Nous, à la commission scolaire, au point de vue de professionnels, exemple, psychologue, bibliothécaire, il y a différentes catégories d'employés qu'on est à la recherche et nos partenaires ou nos collègues en région, Commission scolaire des Draveurs, des Hauts-Bois et du Portage, nos directions de ressources humaines ont décidé de travailler conjointement, de faire un salon pour vraiment aller chercher tous les candidats possibles. Donc, à 4 commissions scolaires, on a fait une bonne campagne publicitaire pour aller chercher tous les corps de métier, tous les différents professionnels qu'on a besoin, les enseignants, pour aller vraiment mousser la participation. Je vous dirais que la participation a été exceptionnelle. On a eu plus de, si ma mémoire est bonne, c'est plus de 3 000, 4 000 visites à la foire. Donc, c'est très intéressant. Là, maintenant, c'est de poursuivre. Donc, exemple, en psychologie, on est à la recherche de psychologues avec la commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Les gens ne pensent pas aux commissions scolaires, justement, pour des emplois comme ça. Pourquoi, selon vous, les gens ne pensent pas aux commissions scolaires? Pourquoi être obligés de se regrouper ensemble? Bien, vous savez, souvent, les commissions scolaires, on va penser, surtout au niveau de professionnels ou de corps de métier, exemple électricien, plombier, peintre. Souvent, ces corps de métier-là ne penseront pas qu'une commission scolaire va encore embaucher
des professionnels, des corps de métier comme ça. Mais c'est de mousser, de le rappeler aux gens que c'est important et qu'on a besoin de ces postes-là. Ça a porté 4 000 personnes se sont déplacées, mais est-ce que vous avez eu quand même la banque de CV qui va avec les 4 000 personnes? On m'indique qu'on a reçu plusieurs CV intéressants. Donc, les services de ressources humaines sont à passer au travers dans différents milieux. Donc, exemple, pour les Hauts-Bois, c'est de recruter des gens pour eux aussi. Est-ce que les gens sont prêts à se déplacer jusqu'à Maniwaki, dans le Pontiac? Et c'est la même chose pour nous, Ripon. Donc, c'est vraiment d'aller chercher ces corps de métier-là, ces professionnels-là dans nos écoles. Les nouveaux sites web pour les écoles, dans le fond, les sites web ont été revampés, plus dynamiques, si je peux dire. Est-ce que c'était vraiment un besoin? Pourquoi avoir choisi de revamper le tout? En fait, c'est un besoin. De plus en plus, notre clientèle, nos parents, même nos étudiants, fonctionnent que par les médias sociaux, par les sites Internet. Donc, c'est de vraiment rendre accessible toute l'information au travers de tout notre réseau. Donc, c'était vraiment une demande de différents du comité de parents, de différents CE. Donc, conseil d'établissement. Donc, les gens, on a pris ça en compte et on a mis sur pied là, refait ce projet-là de nos différents sites web. Est-ce que la commission scolaire est sur Twitter? On parle du 2.0, là, on est vraiment à la page au complet ou il manque des petits chemins? Il manque des petits bouts encore. Au niveau Twitter, Facebook, on n'est pas rendu là, mais on va devoir se mettre à la page, effectivement, à un moment donné. Mais non, on n'est pas rendu là, non. Environ une minute, je vous dirais, les bons coups qui s'en viennent pour la commission scolaire ou pour des écoles en particulier, des gros projets qui s'en viennent? Présentement, il y a plusieurs projets en branle. On a refait je vous ai parlé la dernière fois, tous nos territoires ont été refaits dans le secteur de Buckingham. Donc, c'est les inscriptions scolaires qui vont avoir lieu pour la prochaine année scolaire, qui va avoir lieu là, dans les prochaines semaines. C'est un bon coup, donc dans le sens que tous les territoires ont été refaits, les bassins d'alimentation sont tous refaits. On vient d'adopter une politique au Conseil des commissaires de santé mieux-être, la commission scolaire. Donc, c'est de promouvoir l'activité physique, la bonne alimentation dans nos écoles. Donc, il y a toute une nouvelle politique qui a été refait, été revampé, si vous voulez. Et puis, c'est vraiment d'amener nos directions d'école, notre directeur général a amené son équipe de direction à vraiment mousser l'activité physique dans nos écoles. Parfait. Je dois vous couper là-dessus. C'est tout le temps qu'on a. Mais vous êtes le bienvenu aussi souvent que vous voulez. Je commence parler de la politique de santé mieux-être. Restez avec nous après la pause, M. Mathieu Ravignan du Parti néo-démocrate. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans, 4 ans. J'ai 5 ans et 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Bonsoir. En seconde partie de l'émission, comme je l'ai mentionné au début, M. Mathieu Ravignan, bonsoir. Bonsoir. Et là, vous avez eu une grosse semaine, le dépôt du budget fédéral en tant que porte-parole du Conseil du Trésor. Qu'est-ce que vous pensez, là, les grandes lignes du budget, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, essentiellement, c'est un budget qui fait très peu pour les familles canadiennes, très peu pour le taux de chômage. Il y a 300 000 plus de chômeurs qu'il y avait avant la récession. Pas de plan d'attaque pour l'emploi.
Chez les jeunes, le taux d'emploi est encore plus haut. On s'attendait à quelque chose qui s'attaquerait à ce problème-là. Je viens d'un comté qui est assez... Il y a des parties de ce comté-là qui est assez défavorisé. Et puis, on s'attendait à l'aide pour les agriculteurs, pour l'industrie forestière, plus important pour l'industrie forestière. En général, je pense que c'est un budget qui essaie de créer un surplus. Je dis bien essaie de créer un surplus pour être capable de donner des bonbons avant les prochaines élections. Et malheureusement, c'est pas très sérieux. Puis je ne pense pas que le gouvernement prend ses responsabilités au sérieux, malheureusement. Est-ce que vous êtes surpris? Pas particulièrement surpris. Je pense que tout le monde s'attendait à un budget qui était plus ou moins austère, qui s'attaquait aux fonctionnaires, qui voulait créer un surplus pour être capable de se présenter, se préparer dans les élections. Ils ont ajouté des petites choses ici et là pour plaire à certains groupes, mais fondamentalement, on ne s'attaque pas aux problèmes économiques de ce pays. M'amener sur un point, vous parlez des fonctionnaires, vous parlez du surplus, vous l'avez mentionné à 2 reprises depuis le début de l'entrevue. L'équilibre fiscal en 2015, c'est le but visé par le gouvernement conservateur. On va avoir un déficit, si je ne me trompe pas, de 2,9 milliards pour l'année en cours. Est-ce que vous y croyez à cet équilibre budgétaire? Bien, pour l'instant, il est virtuel, il faut le dire. Ce n'est pas une mauvaise chose d'équilibrer le budget si ça nous permet de faire des choses qui sont importantes, mais c'est les choix que ce gouvernement ici fait pour créer cet équilibre-là. Pour l'instant, il est virtuel, mais il peut devenir réel, effectivement. Mais il le fait sur le dos des fonctionnaires. Il le fait sur le dos des services et la qualité des services offerts aux Canadiens, sur l'assurance chômage, sur des programmes qui sont très importants pour assurer une bonne économie et aussi une vie saine et décente. On ne remet pas de transfert dans la santé aux provinces, qui est une autre histoire. Donc, c'est une question de choix. Ils auraient pu diminuer les dépenses de l'État ailleurs que dans le fonctionnariat et puis dans les programmes qui sont importants pour les Canadiens et Canadiennes. Vous avez mentionné les fonctionnaires. Ça a été votre cheval de bataille dans les dernières semaines avant le dépôt du budget, justement. Corrigez-moi, je me trompe. On parle de partage des coûts de soins de santé, congé de maladie des fonctionnaires fédéraux. C'est encore eux qui ramassent le tout, là, si je peux dire. Oui, tout à fait. On parle de à peu près 7,8 milliards de coûts qui vont être coupés dans les fonctionnaires, particulièrement les régimes de retraite. Pour les retraités fédéraux, déjà, ils vont doubler les prestations pour le côté santé de leur régime de retraite. Ça, pour moi, c'est une injustice parce qu'on avait déjà négocié ces bénéfices-là avec le gouvernement dans le temps. Et là, à cours de route, on enlève ces bénéfices-là. Si on parle de la moyenne de revenus pour une femme, par exemple, sous ce régime-là de pension, ça représente à peu près 22 000 $ par année. On s'entend que ce n'est pas énorme. Pour un homme, 26 000 à 27 000 $ par année. Si on double la prestation pour santé, ça pourrait effectivement pousser certaines personnes sous le seuil de la pauvreté. On trouve que c'est tout à fait irresponsable de le faire. Ces gens-là ont un revenu, s'attendent à un certain revenu, puis soudainement, leur revenu change. Quand vous dites on double les prestations de revenus de santé, juste pour s'assurer que tout le monde comprend bien, c'est on prend le régime de santé, exemple, ils payaient 25 là, ils vont devoir payer 50 de leur régime, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire les prestations pour le côté santé, on paye un certain montant de dollars par année qui fait partie du régime, et puis on double ce montant-là. Congé de maladie, fonctionnaires fédéraux, vos collègues ont affirmé que M. Clement a littéralement gonflé les chiffres pour essayer d'avoir la faveur publique. Qu'en est-il? Ils ont décidé dans le budget, ils ont indiqué qu'ils allaient revoir le système. Ce qui n'est pas clair, c'est qu'ils s'attendent que ça va créer, ça va sauver de l'argent. On se pose la question comment, parce qu'il n'y a pas de chiffre dans le budget là-dessus. Et puis, c'est clair, il y a eu un rapport du directeur parlementaire du budget le directeur est tout à fait objectif, il est indépendant, il n'est pas partisan. Puis il a indiqué qu'il n'y a pas plus
de congés de maladie pris par les fonctionnaires que dans le secteur privé. Ça s'équivaut. Donc, on ne sait pas pourquoi le président du Conseil du Trésor s'acharne à attaquer le système qui est en place. Mais s'il y a un problème, les syndicats et puis les fonctionnaires ont démontré une ouverture à regarder à le système pour voir si effectivement il y a un problème. Mais les études démontrent que présentement, c'est comparable au secteur privé. Une ouverture d'esprit, est-ce qu'ils ont déjà commencé à regarder le système pour peut-être le remodeler ou on attend du côté de M. Clement? Bien, je pense que M. Clement a des idées. Je pense qu'il refuse de les partager, tout simplement. Mais c'est clair qu'ils veulent faire quelque chose et puis il n'y a rien qui va les arrêter. Lorsqu'on parle de gel de dépenses du fonctionnement des ministères, je ne suis pas certaine de bien saisir justement ce gel qui était dans le budget de M. Fleury. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer un peu plus? Bien, essentiellement, ils ont mis un gel dans le dernier budget et puis c'est un gel de dépenses sur les programmes au sein des ministères. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveau argent mis dans certains programmes et services. Mais qu'est-ce qui est problématique, c'est que la demande peut augmenter pour un certain programme ou un certain service, mais les ressources n'augmentent pas. Et puis, il faut aussi prendre en considération que la situation économique difficile, si on prend par exemple la situation des vétérans, on a parlé beaucoup des vétérans, c'est un budget qui laisse les vétérans et ferme 8 bureaux. Donc, ils essaient de essentiellement garder toutes les dépenses de l'État gelées pour l'instant et de ne pas y ajouter, mais il y a des circonstances dans lesquelles, évidemment, on se doit d'en ajouter si on a une situation comme la situation des jeunes vétérans qui reviennent de l'Afghanistan et ils ont besoin des services de qualité. Dans le fond, ce gel va permettre d'espérer d'avoir des revenus supplémentaires, mais de l'autre côté, ça va être une dépense, exemple en frais psychologiques, on parle des vétérans, en frais psychologiques, en frais d'hôpital, le tout s'annule. Oui. Puis, il faut dire que les dépenses de l'État, c'est aussi un problème de revenus. Ce n'est pas juste une question de dépenses, c'est une question de revenus dans l'État. Il y a les impôts, évidemment, des contribuables. Ça, c'est une partie du revenu. Mais l'autre revenu, c'est les impôts des grandes entreprises, des entreprises du pays. Et il y a beaucoup de grandes entreprises qui viennent de l'extérieur du pays, qui refusent carrément de payer leurs impôts et ou utilisent des paradis fiscaux pour éviter de payer des impôts. Il faut avoir la volonté politique d'aller chercher cet argent-là parce que toute entreprise a la responsabilité de contribuer à la société dans laquelle elle se trouve parce qu'elle prend avantage de la main-d'œuvre hautement qualifiée qui est éduquée par un système d'éducation. On n'a pas besoin de donner, par exemple, des bénéfices médicaux parce qu'on a un système universel. Donc, elle bénéficie de faire des affaires ici au Canada. Elle devrait payer ses impôts. Et malheureusement, c'est là où on perd le revenu nécessaire pour contribuer à nos programmes. Évidemment, on peut faire d'autres choix. On peut diminuer les dépenses, par exemple, dans la défense nationale ou dans d'autres ministères pour augmenter les dépenses, par exemple, dans les anciens combattants ou ailleurs pour assurer que les gens ont accès aux services qu'ils ont besoin quand ils sont dans des situations difficiles. Je vous amène sur un autre point, les frais pour l'utilisation de la carte de guichet. Exemple, on a la carte des jardins, on va dans un guichet de la Banque nationale. Les frais peuvent être quand même assez exorbitants. Le NPD a déposé une motion visant à réinitialiser, dans le fond, mettre le 50 sous de frais. La motion a été détruite en chambre. Détruite est un mot approprié, je crois. Tout à fait, oui. Qu'en est-il? Est-ce que le projet est tombé dans l'œuf? Est-ce que ça allait revenir à la charge? Bien, on va revenir à la charge. Ça fait partie de notre campagne de la vie abordable. C'est une campagne nationale. Et puis, on pense que les institutions financières et puis d'autres institutions prennent trop avantage des Canadiens et Canadiennes. Et c'en est un exemple. Qu'est-ce que ça démontre, c'est que
c'est que les conservateurs n'ont pas la volonté politique de se prendre contre les grandes banques de ce pays, puis de les contrôler. Et puis, ça démontre qu'ils n'ont pas vraiment leurs consommateurs, les intérêts du consommateur à cœur. On l'a, nous, au NPD, c'est la raison pourquoi on propose ça. On trouve que c'est tout à fait raisonnable de descendre de des fois de 2,50 $ à 50 sous. Il faut se poser la question, combien d'argent que ça prend pour maintenir le réseau de guichets automatiques vraiment, réellement. Puis quand on fait l'analyse, on s'est dit que 50 sous par transaction, c'est tout à fait raisonnable. Et donc, on va évidemment continuer à proposer des choses concrètes pour aider les Canadiens et Canadiennes. Il faut dire que les Canadiens sont très endettés. On vit une problématique de dette familiale à travers le pays. Et il faut que le gouvernement aide aux Canadiens et Canadiennes à diminuer leur dette parce que ça va leur permettre évidemment de devenir de meilleurs consommateurs et puis de meilleurs participants dans notre économie. Environ, je vous dirais, 45 secondes. On parle beaucoup d'élections et des rumeurs d'élections au niveau provincial. Mais qu'en est-il pour le fédéral? Ça devrait être en 2015, mais est-ce qu'il y a des petits bruits de couloir qui courent présentement? Bien, si on suit la loi et puis si le gouvernement conservateur suit leur propre loi, ce que ça pourrait nous surprendre. Ça devrait être en octobre-novembre 2015, mais nous, on se prépare pour une élection avant ça. C'est clair que je pense que c'est un gouvernement très stratégique. Ils vont utiliser le meilleur timing pour eux et puis ça pourrait être tôt ou tard. Justement, je me permets un petit rapidement. La vie abordable, le programme, est-ce que ça va être le cheval de bataille pour la prochaine élection? On parle de logements sociaux, on parle de frais d'utilisation en environ 15 secondes. Sûrement, ça va définitivement faire partie de ce qu'on veut offrir aux Canadiens et aux Canadiennes, mais aussi, on va parler de réforme démocratique, c'est certain. On va parler de transparence, d'imputabilité du gouvernement, d'éthique, parce que c'est clair que c'est un gouvernement qui a beaucoup de problèmes avec la façon qu'il gouverne. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes la bienvenue aussi souvent que vous voulez. Merci d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas Infomac qui suit tout de suite après. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée.